Yo, salut les éplucheurs de Quetch, bienvenue sur la clinique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler Vince McMahon, on va parler gros sous, on va parler reportage, documentaire Netflix et on va parler des nouvelles recrues très haut placées dans le monde de la WWE. Vous l'avez compris, on va parler de la dernière conférence d'investisseurs de la WWE du troisième trimestre 2020, juillet, août et septembre, dans laquelle nous avons eu à la clé des chiffres absolument records et on va se plonger tout de suite dans le vif du sujet, voir tout ça en détail. Alors tout d'abord, ce fut l'occasion de présenter deux nouvelles recrues de très haut rang à la WWE. La directrice financière, la nouvelle directrice financière, Christina Salen, ainsi que Nick Khan, mais rien à voir avec Tony Khan de la AEW. Nick Khan, lui, c'est un grand spécialiste des médias et du sport et il sera directeur des recettes. Donc lui, il sera sur la partie qui va faire gagner de l'argent. Et de l'autre côté, donc la directrice financière, par contre, elle supervise tout. Les recettes, les dépenses, les équilibres budgétaires, les prévisions, etc., etc. Donc elle est au-dessus de celui qui va s'occuper de tous les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir récupérer des sous. On en parlait avec Thibaut Vézirian, le chroniqueur de CNews et de l'équipe, lors de son interview. Dans ce trimestre, Vince McMahon a bien mis en avant les chiffres records de vues Internet. Mais à part le WWE Network qui augmente un petit peu, tout le reste est malheureusement en chute libre. D'ailleurs, le rôle de Nick Khan est essentiel car le succès financier de la WWE aujourd'hui passe uniquement par les droits télé. Et à ce niveau-là, sur des sujets que j'avais abordés depuis 1 an et demi à peu près, il y avait une chose sur laquelle j'avais complètement raison et une autre sur laquelle j'avais tort. La chose sur laquelle j'avais totalement raison, je l'avais annoncé en mai 2019, c'est que les house shows à la WWE, financièrement, n'ont aucune raison d'exister. Maintenant, avec la pandémie, avec les gens qui sont un petit peu terrifiés, qui ont peur de tout, qui vont, je pense, mettre beaucoup de temps à revenir sur les house shows, donc en plus de cet équilibre financier qui auparavant n'existait plus, eh bien, je pense que dans le futur, la WWE ne va plus faire de house show, ou en tout cas peut-être va faire des shows exceptionnels comme un Madison Square Garden, je crois que c'est le 26 décembre d'habitude, traditionnellement, ou le 25, peu importe. En tout cas, je pense qu'il y aura plus ce qu'on appelle les loops, les petits circuits, les tournées comme ça de 2, 3, 4 house shows dans la semaine. La chose sur laquelle j'avais tort, en fait, c'est sur la valeur du produit télé WWE. Évidemment, par rapport aux audiences, j'avais dit que lorsqu'il y aura des renégociations pour un éventuel renouvellement sur le USA Network et sur Fox, eh bien, les audiences ne permettront pas à la WWE, et en l'occurrence à Nick Khan, d'avoir, on va dire, du grain à moudre pour faire valoir leurs revendications, pour essayer de négocier et ne pas voir les droits télé à la baisse. Eh bien, pourquoi j'avais tort? Parce que, une fois de plus, notre chroniqueur CNews et l'équipe Thibaut Vézirian nous a bien expliqué que c'est la même chose dans le sport, dans le foot. On est vraiment sur une financiarisation et une spéculation de la valeur du produit, c'est-à-dire qu'on l'achète beaucoup plus cher qu'il ne vaut réellement pour avoir du prestige, pour faire de la communication, toute une histoire d'image autour des marques et des chaînes qui achètent les produits, en se disant que ça va augmenter. Et c'est vrai que dans d'autres sports US, eh bien, on a vu des renouvellements de droits télé à la hausse alors que les audiences étaient en baisse. Alors au niveau des audiences, après les chutes terribles du second semestre, eh bien le Thunderdome a permis de faire remonter un petit peu SmackDown de 12% et Raw de 6%. Pour le troisième trimestre de cette année, la WWE a réalisé un chiffre d'affaires de 221,6 millions de dollars avec un bénéfice record de 48,5 millions de dollars. À titre de comparaison, le troisième trimestre de l'année dernière avait généré 186 millions de dollars de revenus pour un tout petit peu moins de 6 millions de dollars de bénéfices. Donc en gros, grâce aux droits télé, qui sont la manne essentielle de la WWE au niveau de la finance, eh bien les revenus ont augmenté de 19% et les bénéfices, tenez-vous bien, de 727%. Niveau multimédia, Nick Khan a parlé d'une news que vous avez probablement déjà vu passer dans les jours précédents. Il s'agit du projet de Netflix de faire un reportage sur la vie de Vince McMahon en 4 épisodes. Ce reportage sera produit par Bill Simmons, qui est un fan de très 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 longue date et qui avait également produit à l'époque le documentaire sur André le Géant qui avait été diffusé sur HBO. Nick Khan a noté que ce serait l'un des budgets les plus élevés jamais mis en place, jamais soulevé par Netflix pour un documentaire. Et personnellement, je me demande si ce serait un documentaire avec une vision, triomphante et un peu édulcorée, à laquelle on a un petit peu l'habitude du côté de la WWE, ou si à l'inverse, on aura un cahier des charges peut-être mis en place par Netflix avec un contenu qui se rapproche au maximum de la réalité. Nick Khan a également noté que les pourparlers sont de retour pour vendre du contenu WWE aux fournisseurs de streaming, comme c'est le cas avec l'UFC et ESPN+. L'UFC est un immense succès pour ESPN+, et Nick Khan a déclaré
que tout le contenu de la WWE est à vendre, à part le WWE Network lui-même. C'est vrai qu'en ce moment, les services de streaming recherchent de nouveaux abonnés et la WWE pourrait être une fenêtre d'opportunité pour en récupérer. Par contre, l'UFC, il faut être réaliste, c'est très très populaire. Avant l'achat des droits par ESPN+, l'UFC, c'était quand même des centaines de milliers de pay-per-view, je veux dire 500, 600, des fois plus d'1 million d'achats de pay-per-view, et ça, ce sont des chiffres qui ont totalement disparu de la WWE depuis presque 10 ans, au moins 2014, le lancement du network. Pour la WWE, par contre, ouais, sa valeur commerciale, en dehors des droits télé, est au plus bas depuis, oui, comme je le disais, je crois que c'est mars 2014 avec le lancement du network, parce que l'ensemble de la WWE, depuis cette date, vaut 10 €. Donc, niveau positionnement de produit, on ne peut pas faire pire. Heureusement, ils ont lancé la version gratuite du network il y a quelques mois, version gratuite qui oblige à payer pour avoir accès au plus gros du contenu, on va dire. Et à ce niveau-là, ils partent de loin, mais ils sont sur la bonne voie. Il reste quand même beaucoup de boulot pour convertir les fans, parce qu'on a, je crois, 54 millions d'abonnés sur YouTube, en clients potentiels, mais en clients récurrents sur le network, il y a 2,4 millions d'abonnés, dont seulement 1,6 million qui payent pour voir du contenu. Donc là-dessus, il y a beaucoup de boulot, mais en tout cas, dès l'arrivée de ces deux nouvelles recrues, eh bien, ils ont mis en place de nouvelles actions qui, je pense, vont permettre à la WWE de valoriser son contenu pour pouvoir éventuellement le vendre après sur des nouvelles plateformes de streaming. À la fin de ces conférences, la tradition, c'est de regarder le cours de l'action WWE, voir comment ont été recueillis et accueillis ces annonces par les actionnaires. Et l'action WWE a clôturé au 29 octobre, la date de cette réunion, à 37,33 $, ce qui fait que la valeur marchande de la WWE est aujourd'hui de 3,1 milliards de dollars. Mais on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a, en début d'année, ou il y a un an, je crois, au début de Fox, l'action frôlait les 100 $, donc presque 3 fois plus qu'aujourd'hui. Alors très clairement, c'est un trimestre exceptionnel, car les analystes prévoyaient généralement des bénéfices de 31 à 35 millions de dollars, soit environ 15 millions de moins que la réalité. Cet énorme chiffre est aussi dû au fait que la WWE a été payée durant ce trimestre pour le show en Arabie Saoudite qui avait eu lieu au mois de février. Le total des dépenses du trimestre est passé de 180 millions de dollars en 2019 à 158 seulement cette année. Une grande partie de cette baisse résulte bien entendu de l'absence de house show qui forcément engendre des grands coûts logistiques pour tenir tous ces house shows, plus de, je crois, 150 en 2019. La directrice financière a précisé toutefois que le quatrième trimestre ne serait pas aussi bon, car les dépenses de production pour les shows télé augmenteront de 5 millions de dollars par rapport à ce trimestre-ci. Stephanie McMahon, elle, de son côté, a parlé de WrestleMania l'année prochaine à Tampa, et elle a dit qu'initialement, effectivement, ils voulaient le tenir dans le même stade, le Raymond James Stadium, et finalement, elle a dit que peut-être ils vont le tenir toujours dans ce stade, mais pas devant un public. Donc devant un stade vide, avec peut-être, j'en sais rien, une technologie à peu près similaire au Thunderdome. Ça n'a pas été mentionné pendant la réunion, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait imaginer. Un autre élément sur lequel je m'étais un petit peu trompé, enfin disons que je surestimais la valeur de NXT dans le cœur des fans, eh bien c'est que lorsque la WWE a annoncé que NXT serait diffusé le mercredi soir sur le USA Network, vu la ferveur des fans NXT, je pensais que une fois qu'ils seraient déçus de la disparition de ce programme sur le network, ils se désabonneraient en masse. Mais en fait, ce ne sont pas que des fans NXT, ce sont surtout des vieux briscards encore fans de la WWE, et ça on l'a vu dans les chiffres, il n'y a quasiment aucune différence en termes de désabonnement au network. D'ailleurs, on a vu que les shows en Arabie Saoudite avaient eu plus d'impact, enfin impact négatif, je veux dire, en termes de désabonnement. Donc le network, je disais, on a 2,4 millions d'abonnés, il y en a 1,6 million qui payent, et ils ont regardé, lors de ce trimestre, 37 millions d'heures de contenu, ce qui fait une moyenne de 14h25 sur le trimestre, donc à peu près 5 heures par mois seulement. Franchement, 5 heures par mois seulement, moi j'ai envie de dire, au lieu de donner les 10 $ comme ça au network, abonnez-vous aux reviews et aux vidéos exclusives de la clinique, parce que là vous avez beaucoup plus d'heures, et en plus c'est un chouïa moins cher. Les revenus du network et les quelques rares personnes qui achètent encore les pay-per-view avec l'ancien système, c'est-à-dire entre 10 et 15 000 personnes par show, même un petit peu moins de 10 000, sont montés à près de 48 millions de dollars, soit une augmentation de 8% par rapport à 2019. Lors de ce troisième trimestre, Raw est passé d'une moyenne de 2,5 millions de téléspectateurs en 2019 à 1,8 en 2020, soit une baisse de 29%. Toutefois, la moyenne des programmes de USA Network, la chaîne qui diffuse Raw, dépasse à peine les 700 000 téléspectateurs en prime time. Donc, comme on l'avait dit dans le live que nous avions fait avec Ali de Catch Club au tout début du mois de septembre, USA Network
peu importe les chiffres en baisse de la WWE, a besoin de diffuser Raw pour augmenter la moyenne de ses codes d'écoute. De son côté, SmackDown en 2019 avait attiré au troisième trimestre 2 millions de téléspectateurs en moyenne. Et c'est aussi le chiffre de Fox au troisième trimestre de cette année. Donc vu que Fox est diffusé dans 30 millions de foyers de plus que USA Network, je vous laisse imaginer ce que cela signifie. Et pour le coup, Fox n'a pas forcément besoin de la WWE pour asseoir sa légitimité dans le monde sportif ou médiatique. Même si c'est évidemment une corde de plus à l'arc de Fox. Les droits télé pour Raw, SmackDown et NXT, quant à eux, sont passés de 72 millions de dollars en 2019 à 132 cette année. Avec une autre différence aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que l'année dernière, NXT débutait tout juste à la fin du troisième trimestre, alors que cette année, NXT a été diffusé pendant tout le trimestre. Au niveau des produits dérivés, c'est-à-dire tous les t-shirts, les goodies, les jeux vidéo, les ceintures, etc., etc. Ah oui, les licences de jouets également, on est passé de 17 millions de dollars l'année dernière à 20 millions pour le trimestre de cette année. Et c'est quand même très impressionnant dans la mesure où les house shows, qui même s'ils étaient déficitaires, permettaient évidemment de vendre beaucoup de t-shirts et d'autres accessoires. Et cette augmentation, elle est marquée par un chiffre et un nombre, vous allez voir, qui est très parlant. L'année dernière, au cours du même trimestre, la WWE a vendu pour 5,6 millions de dollars de produits dérivés en ligne. Et 3,5 millions lors des shows, des house shows, des enregistrements télé, des pay-per-view, etc., etc. Ce qui fait un total de 9,1 millions. Et bien cette année, la WWE a fait exactement le même chiffre d'affaires sur tous ses produits dérivés. 9,1 millions de dollars, alors que, vous l'avez évidemment deviné, il n'y avait aucun house show, aucun show télé, aucun pay-per-view, rien du tout pour pouvoir vendre directement aux spectateurs qui viennent dans les salles. Donc pour la WWE, on voit que même sans les house shows, on arrive à compenser les ventes de produits dérivés qui ont lieu lors de ces shows habituellement. Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo récap financière du troisième trimestre de la WWE. Moi je vous donne rendez-vous jeudi soir pour le prochain live avec la review avec Ishtou et Dimitri de la ECW November to Remember 2000 et dimanche soir pour No Merci 2000, toujours avec Ishtou et Dimitri. D'ici là, vous savez qu'il ne vous reste pas grand chose à faire, si ce n'est garder la passion et surtout regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.